Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 21 janvier et à la une de cette édition, Mayotte pleure aujourd'hui l'une de ses figures emblématiques. Dans la nuit de dimanche à lundi, le docteur Michel Noël s'en est allé. Arrivé à Mayotte il y a plus de 20 ans, cet homme aura donné sa vie pour les autres. Son enterrement a eu lieu cet après-midi. Amis, proches, collègues de travail et même patients, tous sont venus lui rendre un dernier hommage. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Plus d'une centaine de personnes ont fait le déplacement cet après-midi pour rendre un dernier hommage à ce grand homme que pleure l'île aux parfums. Un homme qui a su prouver toute sa vie son amour et sa dévotion aux autres, comme en témoigne l'engagement qu'il a supporté, notamment dans le domaine du sport. C'est quelqu'un qui a soigné nos jeunes sportifs, parce que je sais que lui, il était médecin, mais spécialisé dans le sport, et la médecine de sport. Donc c'est quelqu'un que j'ai connu, qui aimait l'homme. C'était une humaniste qui aimait les gens et qui aimait aussi Mayotte. Aujourd'hui, la population de Mayotte se doit aussi de l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Une dernière demeure respectant la tradition musulmane comme l'avait souhaité le docteur. Un dernier moyen de prouver sa dévotion envers Mayotte, un illustre amoureux des traditions mahoraises. C'est un fervent amoureux du Torah, donc je l'ai découvert dans les différents concerts. Et puis bon, moi je suis un des patients, parce que c'est un docteur, un médecin qui est assez conciliant, patient et qui accueille tout le monde. Donc moi j'ai l'habitude d'aller chez lui. Et il avait un très bon diagnostic par rapport à ce que j'avais. Et puis je considère, peut-être c'était psychologique, mais je considère que j'ai été bien soigné avec lui. Des amis et patients qui savaient lui faire confiance, une confiance mais également un professionnalisme salué par ses pairs. Je travaillais beaucoup avec Michel parce qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient le voir naturellement et il me demandait souvent de lui débrouiller certains problèmes. Ce qui était utile, tous les gens qui voyaient n'ayant pas forcément beaucoup de ressources. Et j'ai toujours été surpris par la capacité de Michel à trouver des ressources inattendues et trouver une solution pour chaque personne. Il ne les lâchait pas. Malgré sa dévotion pour son travail, la maladie le frappa il y a 2 ans, l'obligeant à partir suivre des soins en métropole. À la suite de la dégradation de son état, le docteur Noël décida de revenir sur l'île aux Lagons, voir ses proches pour la dernière fois. Moi je m'y attendais puisque de toute façon je l'ai pratiquement accompagné. Comme quand il est rentré de la métropole, j'allais souvent lui rendre visite. Et j'ai constaté malheureusement la dégradation de l'homme. Et donc, connaissant sa maladie, on en avait discuté pas mal, lui en tant que médecin, moi en tant qu'ami. Il connaissait l'issue et moi aussi je connaissais l'issue puisqu'il m'avait averti. Des proches émus de la disparition de leur ami et médecin, la cérémonie s'est finie dans l'humilité, à l'image du regretté docteur Michel Noël. Je vous propose d'ouvrir une page politique maintenant. Papa Ahmed Combo est une figure bien connue à Ouangani. Il a été investi par le parti Les Républicains afin de briguer le poste de maire de la commune. Une responsabilité qu'il souhaite assumer afin de donner de nouvelles perspectives d'avenir à la municipalité. Pour ce faire, plusieurs secteurs ont été priorisés, à l'instar de la sécurité ou encore de la lutte contre l'habitat indigne. Je vous propose d'écouter sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Donc, la première de notre axe de développement, c'est la sécurité des biens et des personnes. Je reconnais que la sécurité est un domaine de l'État. Toutefois, vu que le premier magistrat, le législateur, lui reconnaît un pouvoir de police, c'est qu'en concertation avec l'État, on peut agir. La deuxième chose, je trouve inadmissible qu'aujourd'hui, en 2020, à Mayotte, un département français, on ait des quartiers comme chez moi, à Kahani, où justement les gens vivent dans des conditions inhumaines. Donc nous aurons une politique de l'habitat très offensive pour vraiment essayer de sortir tout l'habitat indigne. Troisièmement, c'est le cadre de vie. Et la quatrième des choses, c'est la formation et l'insertion. Aujourd'hui,
moi je suis dans l'enseignement, je trouve que les conditions de scolarisation et de formation ne permettent pas à tous nos jeunes de s'insérer professionnellement. Et municipal toujours, cette élection revêt un caractère capital pour de nombreux candidats qui investissent beaucoup d'énergie et d'argent dans la bataille. Pour certains, tous les moyens sont bons afin de l'emporter en mars prochain, notamment les pratiques rituelles. À ce titre, Saïd Kambi a décidé de dénoncer certaines dérives qui vont, selon lui, à l'encontre de la religion musulmane. Il écrit actuellement un livre sur le sujet, en lien avec cette campagne pour les municipales. Au montage, Leslie Vimonet. La bataille pour les élections municipales bat son plein à moins de 2 mois du premier tour du scrutin. Comme à chaque élection, certains candidats s'en remettent à des pratiques rituelles censées les protéger ou faire perdre leurs adversaires. Le Mahorais, dont les rites se mélangent entre l'islam, l'animisme et la sorcellerie. Donc ce sont des choses qui se pratiquent normalement, quasiment. Si je crois aux statistiques que j'ai fait à la date d'aujourd'hui, quasiment 90% des candidats ont recours à certaines de ces pratiques. Des fois, ils sont limite du compréhensible, de l'acceptable, et des fois, ils sont cocasses. Il y a des protections qui sont de si simples, donc très peu de candidats. Quasiment tout le monde pratique ce genre de protection avec le Coran, et on s'arrête là. D'autres candidats, la majorité, ne s'arrêtent pas là. On leur conseille d'aller voir un fondi. Saïd Kambi écrit actuellement un livre pour dénoncer certaines pratiques et notamment certains fundis qu'il n'hésite pas à qualifier de charlatans. Un jour, dans mes enquêtes, je suis tombé sur une personne qui m'a dit, moi, un soir, on a amené trois chats, un noir, un blanc et un coloré. On les a amenés, on a écrit les noms de nos adversaires dessus, et pendant 7 jours, on dormait dans les cimetières avec les noms de nos adversaires pour les rendre, parce que la notion du cimetière, c'est la mort, c'est la fin. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Des fois ça marche, des fois ça marche. Mais le problème, je vais vous dire, le problème, c'est que souvent c'est le même fondi, et dans ces domaines-là, il n'y a pas de pitié. Celui qui est arrivé avec plus de sous sera celui qui aura peut-être la pratique la plus folle et qui gagnera. Mais souvent, c'est le même fondi où tous les candidats vont voir. Principal problème dénoncé par Saïd Kambi, les dérives et les sacrifices qui vont de plus en plus loin et qui sont contraires à la religion musulmane. Si je suis là, c'est pour appeler les gens à la raison et leur dire attention, c'est des pratiques déjà anti-islamiques. Si nous croyons être musulmans, en plus, et faire ces pratiques-là sont contraires. Ces pratiques-là sont contraires à l'islam. Donc il faudra faire attention. Et qui plus est, ces pratiques-là nuisent. Si jamais ces pratiques-là, parce que des fois la sorcellerie peut réellement être la conséquence de douleurs et de mauvaises choses et de malheurs. Et ces malheurs-là nous accompagnent dans nos quotidiens, dans nos municipalités. Pourquoi tout le temps des déficits? Pourquoi tous les élus qui arrivent là? Parce qu'on a enterré tellement de chats dans les mairies. Dans 2 mois, tous les candidats seront fixés sur leur sort et nul doute qu'ils ne seront pas jugés sur l'efficacité de leurs pratiques rituelles, mais bien sur leur efficacité pour développer leur commune. Et place maintenant à l'invité de la rédaction ce soir. Nous accueillons Eliassir Manroufou, candidat du MDM dans la commune de Mamoudzou. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Pierre. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. On va parler forcément des élections municipales, on va parler de la commune de Mamoudzou, mais avant, pourquoi avoir décidé de vous présenter aujourd'hui et d'être tête de liste dans la commune de Mamoudzou? Déjà, merci de m'avoir invité ce soir. Avant de répondre à votre question, je vais profiter de cette opportunité pour adresser toutes mes condoléances à la famille du docteur Noël, parce que moi, c'est un médecin qui m'a beaucoup accompagné quand j'étais dans des conditions un peu compliquées. Donc, j'envoie à toute sa famille mes condoléances et je suis aussi attristé par cette nouvelle. Mais c'est ainsi que la vie est faite, malheureusement. Donc, pour revenir à votre question, merci d'abord pour cette invitation. Et de manière très claire, je suis candidat et je suis candidat investi par le MDM. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé
à être Qu'est-ce tête qui de m'a liste? motivé? Alors moi, je ne me suis pas désigné tête de liste. Ce sont les militants de mon canton, donc de Ntsapéré, qui se sont alliés avec d'autres militants de Mamoudzou, de Kaweni, de Vaïbé, de Passamenti, qui m'ont choisi. Qui m'ont choisi comme tête de liste parce que j'étais peut-être le mieux à même de les représenter et de représenter les intérêts du MDM au sein de la commune de Mamoudzou. Vous êtes jeune, qu'est-ce qui fait votre force aujourd'hui? Vous avez effectivement dans votre liste, on va parler de la composition de votre liste, mais vous avez dans votre liste des personnes un peu plus âgées. Qu'est-ce qui fait, Tout à selon fait. vous, que vous êtes le plus à même aujourd'hui de porter cette liste du MDM? Alors aujourd'hui, je pense que je suis un candidat très sérieux pour les élections parce que je ne suis pas candidat tout seul à ces élections-là. Je représente une liste, je représente un mouvement, je représente un groupe et une idéologie qui est très claire, qui est celui du développement de Mayotte. Et là, on est sur un cas particulier, celui du développement de la commune de Mamoudzou. Donc moi, j'ai la chance plutôt, d'être parrainé par un sénateur, par le sénateur Hassan Abdallah, qui a été maire de 2001 à 2008. C'est une forte chance. J'ai la chance d'être parrainé par des personnes comme Hassan Nara qui ont été dans la vie politique depuis un certain nombre de temps. J'ai la chance d'avoir en plus des militants MDM et des personnalités MDM qui m'accompagnent, d'autres personnes comme Saïd Nara, comme Amin et d'autres qui sont des figures locales et qui ont milité dans la vie politique locale, qui m'accompagnent. Et c'est la constitution un peu de toutes ces forces-là qui fait la force du mouvement et la force du groupe. Parlons de votre liste. Comment vous la définiriez, cette liste, aujourd'hui? La liste, moi, je la définirais de manière très simple, en 3 mots. C'est une On la liste voit, hein, à qui est l'écran. ouverte. Voilà, c'est une liste qui est ouverte. C'est une liste qui veut mettre en avant de la compétence, qui veut mettre en avant de la jeunesse et surtout une nouvelle dynamique avec des nouveaux yeux pour voir le développement de la commune de Mamoudzou. C'est la jeunesse qui fait sa force? C'est quoi? C'est le mix, C'est pas que justement, c'est le entre mix justement. C'est intergénérationnel? pas la jeunesse parce que il y a beaucoup de personnes avant de voir les personnes qui constituent la liste qui disaient c'est des petits joueurs, c'est des petits jeunes qui viennent juste pour s'amuser. Et non, on ne vient pas pour s'amuser. On a un projet bien construit, on a des personnalités qui sont là. On est soutenu par un mouvement territorial. Donc c'est la composition de toutes ces forces-là. Donc je pense aujourd'hui que j'ai dans ce mouvement-là, que nous avons dans ce mouvement-là, une des listes les plus compétentes pour les élections municipales de Mamoudzou. Allons dans le fond du sujet. Parlons de votre programme. Quelles sont vos priorités, si vous deviez en définir 3 principales, pour développer la commune de Mamoudzou dans les 6 années à venir? Moi, je pense que tout est prioritaire. Donc 3, ça serait un peu me limiter, mais je vais vous donner les 3 que j'ai mis en avant. Et pas forcément par ordre de priorité, mais pour moi, il y a des urgences. Il y a une nécessité, un besoin d'agir tout de suite sur la question de la sécurité. Je pense réellement que c'est la question qui est primordiale aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a une dame qui nous a rejoint, d'ailleurs, qui est très compétente dans notre liste, qui est juriste, qui nous dit « Moi, je vous rejoins parce que je vous ai vu intervenir lors des phénomènes de violence qui étaient sur la ville de Mamoudzou en 2017 et vous avez milité pour la mise en place d'un certain nombre d'actions sur lesquelles moi, je me retrouvais. » Parce que elle, c'est par exemple une personne qui n'arrive pas à sortir de chez elle parce qu'elle a peur tout le temps, à tout moment qu'on lui arrache ou son sac ou son téléphone. Donc voilà, ce sont des petits détails, hein, mais quand on présente des priorités, il y a des personnes qui nous rejoignent parce qu'ils pensent réellement qu'on a choisi les bonnes priorités. Donc aujourd'hui... Justement, quelles actions? Parce que le constat, tout le monde le fait, tous les candidats le font, la population le fait, mais quelles actions vous mettrez en place? On parle par exemple d'un renfort pour certains candidats de la police municipale. Quelles seront vos actions en matière de sécurité? Avant de parler de la police municipale, moi j'ai visité une ville qui est à peu près configurée comme Mamoudzou, qui a le même nombre d'habitants. 40 policiers municipaux, c'est très important. Et si c'est bien déployé sur un territoire comme Mamoudzou, ça peut avoir son utilité. Aujourd'hui, je pense juste que les moyens ne sont pas déployés de la manière la plus appropriée pour répondre aux questions de sécurité de la ville de Mamoudzou. Mais la priorité pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la question de l'éclairage public. Parce qu'il y a un gros effort qui a été fait, et ça je ne jette pas la pierre au maire qui est là actuellement, il y a un grand effort qui a été fait, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des zones d'ombre encore qui subsistent où il y a nécessité d'éclairer. Et on ne parle pas que de sécurité des personnes, mais il y a de la sécurité des biens, il y a la sécurité des gens qui sont sur la route, etc. Parce qu'on ne peut pas concevoir par exemple une portion de route entre celle de Doujani et Passamenti, que sur ce point-là, il n'y a aucun poteau électrique.
Même solaire, on n'a pas besoin aujourd'hui d'investir sur des gros moyens avec des câbles et tout ça, mais il y a des moyens techniques qui existent aujourd'hui pour amener de la lumière dans des zones d'ombre où il y a beaucoup de phénomènes de violence qui existent. Donc ça, c'est une action très concrète que nous, quand on sera élu, on mettra en place très rapidement. On assimile souvent jeunesse, et souvent à tort, jeunesse avec délinquance, avec violence. Qu'est-ce que vous allez faire pour la jeunesse, pour leur proposer un avenir, parce que c'est aussi ça, souvent la problématique qui se pose. Quelle sera votre politique envers justement cette jeunesse de Mamoudzou? Envers cette jeunesse. Alors moi, de manière délibérée, dans mon programme, nous avons choisi de ne pas mettre un point spécifique jeunesse. Parce que pour nous, la jeunesse, ça doit être quelque chose de transversal. Toutes les mesures qui se prennent sur la commune de Mamoudzou doivent intégrer à un moment donné qu'on a 70% des habitants de cette commune qui ont moins de 35 ans. Donc qui nécessitent soit de la formation, soit des projets d'insertion, soit un accompagnement en tout cas pour s'insérer dans la société. Donc nous, que ce soit en termes de sécurité, il y a des thématiques qui concernent la jeunesse. Quand on parle de l'éducation, c'est spécifiquement la jeunesse, mais l'ensemble des points qu'on intègre dans notre programme, des 9 points, la jeunesse et transversale. Donc on intègre un peu partout. Par exemple, quand on parle de développement économique, à un moment donné, on intègre de manière très claire qu'il faudrait que dans les grands chantiers que lancera la mairie de Mamoudzou ou la CADEMA, si jamais on a un représentant qui est fort là-bas, d'intégrer automatiquement que la clause de la jeunesse, en tout cas, doit être intégrée dans les marchés, dans les gros marchés, pour que toutes les entreprises qui ont des gros marchés dans la ville puissent employer des jeunes du territoire. Vous souhaitez mettre l'accent sur l'éducation? Forcément, là, on parle de jeunesse. Éducation, bien sûr. Éducation, deuxième point. Alors, je suis quand même très sensible à la question de l'éducation parce que j'ai travaillé pendant 5 ans comme coordonnateur du dispositif de réussite éducative de la ville de Mamoudzou. Et avant ça, je suis assistant service social de formation. Donc, et puis président d'une association qui fait de l'accompagnement éducatif depuis une dizaine d'années maintenant. L'éducation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs territoriaux ici qu'on n'applique pas assez bien. Moi, je ne conçois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le fameux projet de cité éducative de Mamoudzou n'est pas étendu sur l'ensemble du territoire de la ville. Je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'à Mamoudzou, on est sur des territoires réseau d'éducation prioritaire qu'on appelle REP et REP+. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les moyens sur l'ensemble de la commune de Mamoudzou? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à Mamoudzou, on a les plus gros collèges peut-être de la France entière, parce qu'on a un collège comme celui de Doujani avec un peu plus de 2000 élèves, on a Mgombani avec un peu plus de 1600 élèves, etc., etc. Pour ne citer que cela, à Mamoudzou, vous savez, il y a 4-5 collèges qui représentent un nombre d'élèves qui est impressionnant. Donc je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on n'étend pas les dispositifs d'accompagnement à la parentalité, d'accompagnement pour les jeunes, d'insertion socio-pro dans l'ensemble de la ville. Alors qu'on les met on les a mis en place depuis un certain nombre de temps, par exemple sur Ngombani, on a mis en place un programme de réussite éducatif avec le projet de rénovation urbaine. Mais pourquoi est-ce que Mamoudzou, une ville comme Mamoudzou qui a les moyens, qui peut être accompagnée par l'État et qui vit les mêmes problématiques de Vaïbé, Tsunzu jusqu'à Kaveni, pourquoi est-ce qu'on met en place des dispositifs qu'on dit de discrimination positive, alors que l'ensemble du territoire rencontre les mêmes problèmes? Moi, je pense que si on y arrive, si on arrive à la mairie, en tout cas, on va militer pour que les dispositifs qui accompagnent les jeunes, en tout cas sur le plan éducatif, soient étendus à l'ensemble du territoire communal. Vous souhaitez garantir un cadre de vie plus agréable, ça passe forcément par la préservation de l'environnement et notamment cette collecte, la problématique de ces déchets à Mamoudzou. Qu'est-ce que vous ferez en la matière? Quelle sera votre politique par rapport notamment à cette collecte et à ces déchets qui pullulent dans le chef-lieu? Déjà, moi je pense que nous on a mis en place un projet qu'on pense très ambitieux. Donc dès la première année de notre mandat, si on arrive là, c'est d'abord de mettre en place un projet qu'on appellera un habitant, une poubelle. On pense réellement qu'il faudrait qu'au moins, si on en croit aux chiffres de l'INSEE, qu'il y ait 71 473 poubelles à Mamoudzou. Il faudrait qu'il y ait un habitant, une poubelle. Ça serait vraiment l'idéal pour qu'on puisse viser, en tout cas, un projet zéro déchet sur Mamoudzou. Ça, c'est un idéal. Maintenant, nous, on pense réellement que c'est un projet qui peut être mis en place, en tout cas au moins un foyer, une poubelle, très rapidement, et puis réellement réfléchir à cette question de collecte des déchets, parce que moi, je vais vous parler de là où j'habite à Massimouni, quartier Massimouni. On a une route où les camions de ramassage n'ont pas accès et des bennes qui sont ramassées peut-être tous les 2-3 jours.
Et ce n'est pas suffisant. Donc réellement, il faudrait peut-être réfléchir à un vrai projet pour arriver sur un autre projet, sur un autre point de mon programme, du maîtrise du foncier et de la ville de demain, parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui à Mamoudzou d'avoir 3-4 000 habitants qui habitent sur un quartier comme Asimouni et avoir une route d'accès où le camion poubelle ne passe pas, où les gros camions ne passent pas. Un mot, vous souhaitez faciliter les déplacements. On parle forcément du projet Caribus. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Est-ce que vous le poursuivrez en l'état si vous êtes élu maire de la commune en 2020? Le projet Caribus, c'est un projet très ambitieux. Donc nous, bien sûr qu'on va le poursuivre. Nous, on pense réellement qu'il y a un petit point amélioré pour nous. Ça serait d'intégrer une clause environnementale dedans et réfléchir en dernier point à la mobilisation des nombreux taxis qui existent aujourd'hui sur Mamoudzou. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que toute la partie en hauteur de la ville de Mamoudzou ne sera pas desservie par le projet Caribus. Donc réellement, nous on pense qu'il y a un gros projet à réfléchir avec les taximans aujourd'hui pour que tous les villages, tous les coins, tous les quartiers de Mamoudzou soient desservis et réfléchir réellement à intégrer dans ce projet Caribus une clause environnementale. Mais nous on pense réellement que c'est un projet très ambitieux et qui est très adapté à Mamoudzou. Un dernier mot, Eliassir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos électeurs de la commune de Mamoudzou qui seront amenés à voter le 15 mars prochain? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Moi, j'avais dit, la première fois que j'étais invité sur votre plateau, j'avais expliqué que pour la génération que je porte, ma génération, c'est déjà une grande victoire parce qu'on n'a jamais eu quelqu'un de moins de 30 ans, et c'est une nouveauté cette année, hein, mais on nous a toujours expliqué que moins de 40 ans, on n'est pas encore assez mature pour faire de la politique. Moi, je pense que si la législation française a expliqué qu'à partir de 23 ans, on peut être élu maire, d'ailleurs, on a déjà eu un exemple à Mayotte, c'est qu'à 23 ans, on peut être mature, on peut être en capacité de diriger une commune. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la première victoire, c'est que cette génération, elle va oser, à partir de maintenant, s'intégrer et s'intéresser à la chose publique. Et j'ai juste envie de dire aux jeunes, que si, aux jeunes, pas qu'aux jeunes justement, mais à la population de Mamoudzou et de Mayotte en particulier, que ce territoire ne se développera pas sans nous. Et j'ai envie de dire en dernier que je suis le candidat qui porte et qui a envie de porter en tout cas la voix et la vision de la génération d'aujourd'hui. Merci beaucoup Eliassir Maroufou. Je rappelle que vous êtes le candidat du MDM dans la commune de Mamoudzou pour ces élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la première édition 2020 des Samedis du Mouma ou encore l'immobilisation des Boeing d'Air Austral. Au montage, Leslie Vumenet. Pour la première édition du Samedi du Mouma de 2020, le musée de Mayotte propose de découvrir le patrimoine naturel de l'île. Une conférence sera co-animée par le service des ressources forestières du Conseil départemental et l'Office national des forêts. Ils présenteront les forêts de Mayotte, patrimoine d'une beauté unique, ainsi que leur gestion quotidienne. Selon le Mouma, tout comme les montagnes et les océans, les forêts jouent un rôle essentiel dans l'équilibre climatique de la planète et fournissent de nombreux autres bienfaits encore méconnus du grand public. Cette présentation invitera à découvrir cet héritage naturel témoin des grands stades de l'histoire de la Terre et du processus biologique en cours. Cette journée sera également l'occasion de découvrir les arbres et arbustes de Mayotte en participant à un atelier de réalisation d'un petit herbier dans le jardin de la résidence des gouverneurs ouverte exceptionnellement au public l'après-midi. L'Office du tourisme du Centre-Ouest lance le concept « L'Office hors les murs ». L'objectif est de créer des points d'accueil éphémères dans les 5 communes du Centre-Ouest afin d'être au plus près de la population locale. Selon l'Office, cette opération permet d'informer sur l'existence de l'Office de tourisme intercommunal, mettre en avant les offres et attraits touristiques et apporter des conseils et des idées de découverte du territoire. L'Office de tourisme a entamé sa tournée ce lundi 20 janvier à la mairie de Chiconi où les habitants ont fortement apprécié l'initiative. D'autres rendez-vous sont prévus de 8h à midi ce mercredi 22 janvier à la mairie annexe de Sada, le lundi à la mairie de Tsingoni, le lendemain à la mairie de Ouangani et enfin mercredi 29 janvier à la mairie de Mtsangamouji. Cette action sera reconduite tout au long de l'année afin d'aider la population à s'approprier les nombreuses richesses du Centre-Ouest et de Mayotte. Après l'immobilisation de son Boeing 787-8, la compagnie Air Austral est tenue d'immobiliser son deuxième Boeing et ce pour une période de 4 mois. Afin de minimiser les impacts sur son programme des vols, Air Austral assure avoir programmé l'immobilisation de son appareil en période de basse saison.
Pour pallier cette immobilisation, elle se voit contrainte de réajuster son programme des vols à compter du 10 février et ce pour une durée de 4 mois. En amont de cette immobilisation longue durée, Air Austral se doit d'effectuer une tâche de son programme d'entretien rendu obligatoire tous les 3 ans. Ce même Boeing sera ainsi envoyé en maintenance chez Storm Aviation à Londres du 24 au 27 janvier prochain. L'appareil reprendra son activité en effectuant le vol Paris-Mayotte du lundi 27 janvier 2020 avant sa prochaine immobilisation prévue le 10 février 2020. La compagnie assure que des mesures commerciales sont d'ores et déjà mises en place. Et on termine cette édition avec les vœux du recteur qui se sont déroulés cet après-midi en présence du préfet, des acteurs majeurs de l'éducation et de la formation sur l'île. Un discours mais surtout une mise en perspective des grands projets définis pour cette nouvelle année. Alors quelles sont les priorités du rectorat ? Qu'en est-il en termes d'enseignement supérieur? Marion Tellier. Les vœux du recteur de Mayotte ont cet après-midi permis d'appréhender les 3 grands axes du projet académique de l'île pour l'horizon 2020. Accompagner les jeunes vers la réussite, rayonner avec son territoire et sa culture, mais aussi et surtout sécuriser les apprentissages. Pour nous, c'est important de commencer évidemment par le terme sécurisé. Parce que ça veut dire que ces apprentissages, il faut qu'ils soient complètement acquis. Et ça veut dire aussi qu'ils soient acquis dans des conditions évidemment de parfaite sécurité des personnes. Et puis on va au-delà et on a parlé aussi de tout ce qui concerne l'alimentation et aussi on peut imaginer les transports. Des objectifs que certains ont durant ces dernières années qualifiés de politique d'ONG, une expression dont s'est tout à l'heure défendu le recteur, avant d'ajouter que l'école est là pour tous les enfants et à leur service. Pour Gilles Albou, pallier au manque de place dans les écoles est à ce titre une course contre la montre. Pour beaucoup de mères, ce qui les fait hésiter à scolariser, c'est évidemment le manque de place. Le manque de place dans leurs écoles. D'où la course contre la montre que nous avons et que nous menons. Nous devons construire plus d'écoles. Il ne faut pas aujourd'hui que la scolarisation des enfants elle se fasse au détriment des conditions de travail de ceux qui y sont déjà. C'est pour ça que nous avons ce programme de construction. Ce programme de construction, évidemment, il va nous permettre d'apaiser ces tensions. Il va nous permettre de mettre fin aussi aux rotations. Côté enseignement supérieur, c'est aussi un grand nombre de nouveautés qui se profileront pour cette nouvelle année, à commencer par l'ouverture à la rentrée prochaine d'une licence accès santé. Nous allons donc, au sein de la licence de sciences de la vie déjà existante, prévoir une mineure de santé. Et sous certaines conditions, les étudiants qui suivront cette mineure de santé pourront accéder aux formations en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique, auprès de l'université partenaire de Montpellier. Un projet qui voit le jour suite à la réforme du premier cycle d'accès aux études de santé. Il s'agit ici de diversifier la voie d'accès aux études supérieures de ce secteur. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cohésion.